And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. René Place au Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast français MLB. Je sais plus si c'est dans cet ordre-là. Enfin bref, le podcast MLB français hebdomadaire. Ça doit être un truc dans ce genre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a beaucoup de news à débriefer parce que la valse des managers a commencé. Et oui, c'est le mois de mai. Le printemps, ça bourgeonne de tous les côtés. Et voilà. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alexis. Alexis, Salut. comment tu vas? Comment ça va? Ça va très très bien. Et toi, ça fait le retour du roi, c'est ça? Exactement le retour du boss, c'est ça. I'm back. Je vous ai laissé les clés un petit peu. Du coup, j'ai pas écouté pour être sûr de pas me fâcher. Donc Je voilà. pense qu'on a fait du bon travail, j'espère. Mais oui, je vous fais confiance. C'est pour ça que je n'ai pas écouté. Entre autres. Ouais, alors, cet épisode, il va s'articuler quand même d'habitude. On va vous parler des news, les séries, c'est la série d'Alexis et la série, et ma série, hein, dont on va parler. Et puis après, on va trouver 2-3 petits trucs à dire. Petit point classement, Petit point classement, etc. petit truc, ouais. Il y a des choses à dire. Ouais. Bon, ce qui a secoué la MLB cette semaine, on y va, on va sans plus tarder. Direct. C'est la crise à Boston Ouais. et chez les Phillies. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui est un peu dans le mal. En fait, on va parler de 3 franchises pour être réel, parce que je vais englober Boston, Philly et les Mets. C'est les 3 qui sont le plus surprenamment en galère. Voilà, c'est 3 débuts de saison catastrophiques et 3 managers qui tombent ou qui vont tomber, parce qu'il y en a un, c'est toujours pas fait. Mendoza, attention. C'est pas... Mais bon, le problème est différent. Bon, on a 3 histoires complètement différentes, hein, à Boston, à Philly et à New York. Par contre, on a 3 marchés énormes, 3 ambiances énormes, et aujourd'hui, on a 3 crises qui racontent exactement ce que la MLB moderne est. Boston, le roster impossible. Les Boston Red Sox, c'est une victoire écrasante contre Baltimore, et quelques heures plus tard, c'est Alex Cora qui est viré dans une chambre d'hôtel, pas le lendemain, pas après une série, non, le soir même, dans la chambre d'hôtel. Alors oui, le bilan, il est pas terrible. 10-17 à ce moment-là, début de saison raté. Ceci dit, Cora, c'est quand même une World Series remportée, un manager qui est plutôt respecté dans la ligue et qui a été prolongé récemment. Après, le World Series, ça date. Et après, c'est aussi beaucoup de playoffs manqués pour les Red Sox. Après, c'est pas que de la faute de Cora, mais c'est vrai que le World Series aussi éclipse aussi beaucoup d'échecs parce qu'il a fait que 3 playoffs au final en 2018, 2021 où il perd la LCS contre Houston et 2025 où il perd en wildcard contre les Yankees. 2020, je crois qu'ils sont en playoff, mais lui, il est suspendu. Mais c'était pas lui le manager, puisqu'il était. Pour moi. Mais après, ça reste aussi beaucoup d'échecs. Mais c'est aussi le roster qui était nul à chier. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est pas un problème de compétence sur Cora, parce que Cora, on en reparlera après, mais les Phillies virent leur manager, et le premier gars qu'ils vont chercher, c'est lui. Donc, bon, c'était un petit spoiler. Oui, avant Don du baseball. Ouais, le vrai problème pour moi, c'est Greg Breslow qui a construit un roster qui est incohérent. Ça, je suis d'accord. Il y a la perte d'Alex Bregman qui laisse un énorme vide en termes de leadership. Il y a un embouteillage pas possible en outfield. On a même des jeunes joueurs qui étaient prometteurs qui aujourd'hui sont en deçà. Je parle Roman Anthony. Mayer. Le poste de DH qui est mal géré.
un pivot tardif pour le pitching, ça fait beaucoup. Résultat, on a des rôles qui sont flous, une attaque qui semble désorganisée et un clubhouse, à mon avis, ça doit pas être la joie et en plus Ça de avait pas l'air d'être ça l'ambiance, après que Cora en fait, visiblement, il y a donc Breslow et qui a pas répondu aux questions des joueurs, ce genre de choses aussi. Il y a l'air de quand même aussi d'avoir pas mal de tensions, entre Trevor Story, qui avait pas l'air d'être aussi très, très content, de comment les choses se sont passées, du côté de ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'il y a pas l'air d'y avoir non plus une grosse ambiance, dans le vestiaire. Et je te rejoins sur la construction du roster qui est bancal. Ça se voit, je pense que c'est, un gros manque de puissance. Très peu de home run, je crois qu'ils sont à une vingtaine à peine de home run frappés cette saison. Ça aide pas, parce que, ça aide pas en fait, tout simplement, à faire rentrer des points. En plus, ils ont pas été aidés par un départ quand même assez, lent de Crochet, qui en plus maintenant, la news aussi est tombée, il y a pas très, très longtemps, se retrouve sur, la liste des blessés. Donc vraiment rien ne va, du côté des Red Sox à tous les niveaux, quoi. mais Corral le savait dès le début de saison, il avait dit que ça allait pas être facile, mais en MLB, tu as beau avoir raison, de toute façon, tu sautes et c'est ce qui s'est passé et il a pas perdu son vestiaire Cora en vrai, hein. Il a perdu un roster qu'il a pas choisi, donc fatalement, ça pouvait pas aller. Allez, Et avec Cora, il y a aussi beaucoup de coachs, annexes qui ont sauté, bah oui, il part j'ai avec plus la tout un liste, staff. heu Il est parti avec tout un staff. mais c'est vraiment un gros tout le coaching staff, c'est pas juste Cora qui a sauté, il y a aussi vraiment toute une structure de coaching staff qui a sauté avec, qui a sauté avec lui, quoi. Ça prouve des J'ai plus les noms exacts et les postes, ouais, mais ouais, ça a beaucoup sauté. mais ça prouve un gros problème de management. À Philly, on retourne chez toi, tiens, tu pourras dire, comment ça a été apprécié. Il y a un petit problème de voix, c'est un peu différent. C'est Rob Thompson qui est viré, mais lui, il gagnait. Voilà, 4 playoffs consécutifs. Ouais, ouais. Il y avait un pourcentage de victoire qui est de 568, donc ce qui est plutôt Oui, il a pas fait mal. plusieurs saisons, C'est les un 2 ou des 3 dernières saisons à plus de 90 victoires, hein, Ouais, donc c'est c'est du c'est un des lourd. meilleurs managers de l'histoire, récente, j'entends, de la franchise. Il fait partie du redressement de cette franchise un petit peu, depuis le titre de 2018, si ma mémoire est bonne, où ils étaient Heu, descendus un peu et non, depuis ils sont les remontés. Phillies, ça date de 2008, je crois, non? Le dernier titre? 2008? Je savais Ouais, qu'il y avait un 2018, huit. c'est les Red Sox, hein. Oui, je savais qu'il y avait un 8. Heu, non, non, c'est Ouais, 2008 parce que je crois justement ils font pas le back-to-back parce que c'est oui. les Yankees qui gagnent en 2009 face aux Mmh. Phillies. En tout cas, il y a un renouveau parce que la franchise après a eu du mal à se remettre, mais le renouveau, il est passé aussi par lui. Heu, Dave Dombrowski, il fait pas l'unanimité dans le vestiaire, parce qu'il a déjà eu des critiques, qui sont venues des joueurs, notamment, Bryce Harper. Lui, il a dit qu'ils avaient besoin d'une nouvelle voix, la voix, a voice. Et là, on est à quelque chose de beaucoup plus subtil, parce que Thompson, c'est plutôt quelqu'un de calme, posé et non autoritaire. C'est plutôt bien pour construire, mais peut-être pas assez pour secouer une équipe qui est en mal de victoire. Donc pour moi, le vestiaire, il l'a pas lâché. Les joueurs l'aiment beaucoup et l'appréciaient beaucoup. D'ailleurs, Bryce Harper, encore lui, l'a dit: «We love him. He took the fall». Bon, bah, voilà, c'est pas une crise humaine, c'est pas une stagnation collective. C'est Bah, aussi c Dombrowski qui a plus il y avait plus de levier, en fait. Il y a Bah, ouais, en fait, il y a eu peu de c'est moves dans le roster, l'équipe, elle est vieillissante et fatiguée et la dynamique, elle est négative. Donc c'est la grosse série de défaites aussi qui fait, je pense, que ça saute parce que tu pouvais pas rester sur une telle série sans rien faire. Et dire aux fans en fait, les fans de Philly sont très, très, remontés, hein. Il y a eu un match hier, des Flyers. Il y avait l'effectif des Phillies ou une partie de l'effectif des Phillies qui était au match. Ils se sont fait
hué. Donc, fallait faire quelque chose. Ça pouvait pas. Et malheureusement, en fait, dans ces cas-là, c'est souvent le coach qui est le fusible le plus facile à faire sauter. Et malheureusement, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que Thompson, comme on l'a dit, tu vois, il reste sur une bonne dynamique, un bon coach. Il a fait des bonnes saisons, il a des bons résultats. Cette année, c'était dur. Il y avait des choses compliquées, mais ça restait quand même assez tôt. Je pense que ce qui fait vraiment mal, c'est, alors je sais plus combien de défaites ils sont pris consécutives, 11, 12. Je sais pas s'ils ont égalé les Mets à ce niveau-là. Non, Mais c'est ça, je pense, qui avait vraiment enfoncé le clou dans le cercueil, quoi. ouais, parce qu'à 30 matchs, t'es pas perdu, malgré qu'il y a un petit écart qui s'est creusé, certes, mais t'es pas perdu encore. Mais je pense que de toute façon, Thompson, c'était pas le problème. Mais c'était pas la Non, non, solution. non. Non, non, après, je pense que c'est, il faut, C'était pas la solution pour réveiller une équipe. non, après, c'est en général ce que beaucoup de enfin de propriétaires essayent de faire en changeant de coach, c'est de secouer un peu le truc, pour réveiller l'effectif. On a vu que ça a marché un petit peu avec les Red Sox, ça marche quand même un petit peu avec les Phillies aussi. Et après, je sais pas si, moi, je sais pas si, ouais, du coup, comme on l'a dit, Alex Cora, donc c'était le premier à sauter. Je sais pas si ça a donné, en fait, en se disant, allez, on vire le nôtre parce qu'ils ont fait la proposition à Alex Cora de venir coacher les Phillies, du coup, Ouais, assez rapidement. Alex Cora qui a refusé parce qu'il voulait pour prendre du temps personnel et passer du temps avec sa famille. Mais je sais pas en fait si ça a donné du coup aussi l'idée potentiellement aux Phillies de se dire, attends, il y a un gros nom qui est potentiellement, on peut aller chercher sur le marché. Est-ce qu'on ferait pas, est-ce que c'est pas voilà, ce moment aussi de se dire, il y a possibilité d'aller chercher une nouvelle voie, Ouais, quelqu'un de, je sais pas si ça a peut-être. donné les idées en tout cas aux Phillies. Mais en tout cas, Cora n'a pas accepté. Don Mattingly se Revient. retrouve coach des Phillies. À voir. Donny Baseball. Peut-être qu'il gagnera les World Series. Et il était pas loin l'année dernière. Il donc, a toujours pas écoute, gagné, que ce soit en non, joueur ou c'est en dommage. Et manager. franchement, c'est très triste. Donny Baseball, à chaque fois, moi, ça me rend triste. Mais je voulais, la seule raison au fond de moi, le petit, au moins 1% que je voulais, enfin, je voulais que personne ne gagne, mais je voulais un petit peu les Blue Jays juste pour lui, tu vois. Genre, juste pour qu'il ait. Parce qu'en fait, il a arrêté sa carrière juste avant. Oui, c'était la Juste avant. figure C'est vraiment, emblématique de cette équipe. il a fait ses débuts Fin juste des après la années grande 80, domination des et Yankees. il Et s'arrête en je crois, 94 ou en 80. ouais, c'est ça. Et donc, l'année d'avant, je crois que c'est quasiment limite l'année d'avant où il commence, les Yankees ont gagné le World Series. Et l'année d'après de sa retraite, les Yankees ont gagné le World Series. Et entre les deux, rien, quoi. C'est quand même triste, quoi. C'est Donc, ça, à sa on verra, retraite, il écoute. gagne. Il fait la première année de Jeter et l'année suivante, il gagne. C'est ça, exactement. Parce que 94, c'est la grève. Et lui, après, Ouais. c'est 95, me semble-t-il, Mhm. 96. Bon, tiens, justement, on parlait de New York. Eh ben, on va voir les Mets avec le chaos total. Bon, Oh là là. Oh là là. je ferai un truc global. Mais les Mets, ici, c'est pas une crise, en fait, c'est complètement un effondrement. Bilan 9-19 au moment où j'ai commencé à prendre quelques notes. 12 défaites de suite. Ça, c'est fou. Hein. Le sweep par les Rockies. Bon, ceci dit, les Rockies, oui, les Rockies, mais les Rockies tiennent tête à Ils sont pas mal chauds, ils sont d'équipes chauds, ils cette sont année. chauds. C'est pas la même chose. L'offense, elle est inexistante. OBP, accroche-toi, 2,88. Ça veut dire que moins d'un batteur sur trois va sur base. Un slugging à 330. Ça veut dire que, en gros, un tiers de leur frappe, c'est de la première base presque. Enfin, non, les 2 tiers de leur Ouais, et frappe, c'est c'est de la première pas, base. et leur batting average qui est en dessous des 230. Donc, oui, c'est Ils ont c'est 5 joueurs qui sont sous 600 de OPS. Donc ça frappe pas fort en plus. Et quand ça frappe pas fort. Et la rotation, Koda Senga, une ERA à 9, 0 sur 4. ouais, et Le leader, Francisco Lindor, out.
Tony Pham qui est coupé après le Ouais. 0-13. Bon, en même temps, Tony Pham. Euh, Devin Williams. qui marche pas. Qui marche pas. Après, on les avait prévenus. Mais le duo Luke Weaver, donc Devin Williams récupéré des Yankees qui fait exactement ce qu'ils ont fait l'an dernier et ça marche pas. Alors, ça marche à des moments, mais ça marche quand même globalement pas. Comme tu as dit, ouais, en fait, ils ont aussi eu blessure de Juan Soto. Maintenant, ils enchaînent avec une blessure de Lindor, une blessure de Luis Robert Jr. Donc, c'est très, très. C'est aussi. Ils jouent un peu de malchance à ce niveau-là. Ouais. Bobichette, qui est abyssimal. Non, mais encore une fois, c'est le même. C'est à peu près. Je suis désolé, je te coupe. Mais c'est le même. Un peu, je retrouve. Mais à une échelle différente, ce qu'on a chez les Boston Red Sox. C'est un mauvais recrutement. On a pris des noms. Ouais. Bobichette, c'était un pari. C'était un pari. Parce que il sortait d'une mauvaise saison. Il a fait cette saison l'année dernière qui était pas trop mal. C'était un pari. C'était un pari. Après, derrière, Siemens. Ouais, c'est Siemens. C'est bien. Non, ça faisait un an et demi. Ça faisait 1 an et demi qu'il végétait. Enfin, plus de 2. Enfin, ça faisait presque 2 ans. Oui. Les Rangers, ils donnaient rien. Et voilà. Et puis Cohen, c'est aussi le paradoxe ultime. C'est quand il arrive, c'est le sauveur. C'est l'argent illimité, les ambitions de World Series direct. Et 6 ans après, il s'est toujours rien passé. Donc, pourtant, il a tout fait. Hein, les infrastructures, l'investissement massif. Il a fait venir des stars. Il a développé la partie analytique. Ça, il se donne. Mais il lui manque une direction claire. En fait, et forger une équipe, c'est pas simplement aligner des joueurs avec c'est des gros contrats, hein, ça, il enchaîne. Et après, en fait, aussi, je pense ce qui fait mal aux fans, particulièrement, c'est les départs aussi d'Edwin Diaz, les départs de Pete Alonso, qui sont en fait aussi les enfants un peu du club, quoi, et qui partent alors que il y avait moyen quand même de les garder au lieu d'investir 40 millions sur Bobichette, d'investir 60 millions sur Devin Williams. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de garder du Devin Williams, vraiment, c'est ça qui, je pense que ça aurait aussi un peu adouci peut-être cette idée d'échec parce que tu te dis c'est nos gars, quoi. Alors que là, en fait, tu te retrouves avec une équipe de gens importés avec qui les fans n'ont pas forcément d'attachement fort et qui, au final, performent pas. Donc, ça renforce, je trouve, encore plus cet antagonisme que les fans ont vis-à-vis de l'équipe en ce moment, quoi. Ouais, et puis il y a un manque de direction. Et je reviens sur ce que tu dis. Moi, c'est ce que j'ai trouvé l'année dernière et qu'il n'y avait pas l'année d'avant. De toute façon, il manque de nouveau du liant dans cette équipe. Je reparle d'un joueur, mais voilà. Mais ce qui s'est passé avec José Iglesias il y a 2 ans, tu vois, voilà, c'est un truc bien. Et le mec reproduit derrière aussi chez les Padres l'année dernière. Bon, les Padres marchent plutôt pas trop mal cette saison. Mais ceci dit, voilà. Et c'est un joueur libre actuellement. Et bon, avec ce qui t'arrive au poste de shortstop et de deuxième base, c'est peut-être le moment de le faire revenir. Ça peut-être redonnerait du baume au cœur aux supporters. Peut-être ça les entraînera pas au sommet sans doute. Mais c'était un joueur qui créait quelque chose, non pas sur le terrain, mais dans l'ensemble du collectif. Non, mais tu as besoin de cette ambiance aussi, de ce type de joueurs. Cet attachement aussi des fans, comme mine de Ah rien, oui. quand tu vois tes stars qui partent, alors que tu es un club justement qui quand même peut se permettre de les garder, c'est ça aussi qui fait, je pense, un peu que les fans se retournent un peu contre l'équipe quand même en se disant mais tout ça pour ça, quoi. Ouais, et puis surtout, regarde, depuis 6 ans, c'est les GM virés, des managers changés, un roster qui est retourné, des stars qui sont signées puis tradées. J'en veux pour exemple Verlander, signé puis échangé. L'effectif reconstruit puis de nouveau détruit. Il n'y a pas de stabilité. Depuis, moi je te dis depuis 2024, et l'apport de Soto qui était très bien, au lieu de reconstruire, de garder la même ossature, ils sont allés faire des petits pics à droite, à gauche, pensant que ça allait pas bouger l'effectif, et ça l'a complètement bougé. L'année dernière, pendant toute l'année, je me suis dit, il manque quelque chose, il manque un liant, il manque un truc. Et voilà, parce que l'équipe était pas mauvaise. Et là, l'équipe, je la trouve plus mauvaise que l'année dernière. Et ça clique pas, ouais. Ça clairement, ça manque d'identité. En fait, c'est vraiment impersonnel. Ben oui, c'est ça, ça manque d'identité.
et de continuité. Donc Cohen Et je- a donné aux Mets, je pense, tous les moyens de gagner, mais il a juste oublié de leur donner une vision, une identité, ce que tu dis, et une âme, en fait. Et je trouve que c'est ce que, paradoxalement, les Yankees ont un peu trouvé cette année, en reconduisant quasiment l'effectif. Je te le dis, moi, je trouve que l'ambiance chez les Yankees est vraiment beaucoup plus saine qu'elle pouvait l'être il y a quelques années, où là, tu sens qu'il y a vraiment un collectif et Mmh. une équipe qui a été quasiment reconduite d'une année sur l'autre et qui, du coup, clique bien ensemble, marche bien ensemble, et tu as vraiment cette impression de Mais c'est un collectif. c'est exactement ce qui se passe chez moi avec les U15, parce que le fils de l'entraîneur qui était shortstop est passé en U18. L'équipe tourne mieux maintenant, mais c'est ce qui s'est passé aussi. Volpi qui joue plus, le fils du coach n'est plus là, ça C'est tourne ça, mieux. peut-être. Ouais, voilà. Écoute, le retour est peut-être le retour, on verra. Ouais, non, non, s'il te plaît. Je pense qu'il Ah s'hésite. bon, Il y je a des critique hésitations, mais Volpi, mais en ce moment, je joue pire que lui. Heu, donc voilà. Bon, il a un Gold Glove, il a un Gold Glove, hein. ouais, mais ça veut rien dire. En gros, on a 3 équipes, 3 crises, mais où le manager est pas toujours, finalement le vrai problème. Boston, c'est un problème de Non, non, construction. mais Philadelphie, un problème de dynamique et New York, c'est un problème de tout, en fait. Donc le manager, c'est rarement la cause, soyons clairs, mais c'est toujours la c'est conséquence. le fusible, c'est toujours le fusible. Malheureusement, C'est ça. le premier à prendre, c'est toujours le manager et ce sera toujours comme ça. Après, à voir du coup si, que ce soit Cora ou Thompson, est-ce qu'ils vont trouver place ailleurs? Est-ce qu'ils sont intéressés pour trouver une place ailleurs? On se doute peut-être que les Mets ont envie de changement, donc est-ce que Ouais, Mendoza va mais sauter? Mendoza, est-ce qu'il va sauter? C'est ouais, la grande question et puis c'est surtout, là, on est à 30 matchs, donc on va pas non plus commencer à s'exciter, mais c'est la grande Ouais, mais question, ça c'est compte qui quand a le même, plus comme. de potentiel pour se relever? Je Moi, pense je que pense les Phillies. les Moi, je Phillies dirais les aussi. Phillies. Moi aussi. Ouais, je suis C'est de mon d'accord avis, je sur ça. pense que c'est les Phillies qui ont le plus de chances de se relever, mais les 2 autres, j'ai bien peur que la saison va être compliquée. Je pense que pour moi, dans l'ordre, je dirais Phillies, Mets, Red Sox, parce que je pense que les Mets ont quand même l'effectif pour. Si jamais les joueurs jouent au niveau auquel on les attend, ça peut quand même marcher. C'est des noms sur Euh, un papier, oui, oui, voilà, oui, mais mais en regardant ce qu'ils font actuellement et ce qu'ils ont fait non, voilà. récemment, non, non. Je vois pas Et Devin après, Williams, retrouver son jeu. je pense malheureusement, David Williams à New York, ça marche pas, quoi. Après, c'est aussi le problème toujours de New York. Malheureusement, New York, des fois, c'est dur, hein. New York, mine de rien, que ce soit pour les Mets ou pour les Yankees, jouer à New York, c'est dur. C'est quand même quelque chose. Il y a un effet quand même de la Ah, ville qui. moi, je pense qu'il aurait dû changer, pas de club, enfin pas de il aurait dû changer de ville complètement et retourner Ah sur non, mais je un pense qu'il marché aurait un dû peu retourner plus aux Brewers. Et un moi, c'est ce qu'on un s'attendait tous à se sur dire. un marché, plus petit et avec des ambitions, tu vois? Ah non, Heu, je suis tout à fait d'accord. Et je pense Tu vois, que genre un truc c'est. genre Seattle ou D-backs, tu vois? Un truc comme ça où tu as un peu moins de pression et tu peux jouer, voire même, tomber Mais en ouais, et la question aussi qui se pose, alors on anticipe peut-être un peu, mais la trade deadline, si jamais, par exemple, les Mets ne récupèrent pas, que font-ils? Par exemple, Bobby Bichette, il peut opt-out à la fin de l'année. Que font-ils avec Bobby Bichette? Est-ce qu'ils veulent le trade potentiellement pour aller chercher quelque chose? Freddy Peralta, qui est free agent à la fin de l'année, pareil. Est-ce que ça ouvre des options aussi pour des trades de ces gros noms-là Ah bah, à à mon la trade avis, deadline? s'ils sont pas cons, il va falloir de toute façon, il va falloir faire quelque chose. À voir, affaire à suivre, mais ça pose aussi des questions un peu à ce niveau-là est-ce que ces noms-là seraient disponibles au final si jamais la dynamique se poursuit dans ce sens-là pour les Mets à la trade deadline? Tu as d'autres news, toi? Ouais, on a vu une montée, le choix numéro 1 de la draft de l'an 2024, il me semble, Travis Bazzana, qui a été appelé par les Cleveland Guardians Le pour premier jouer en deuxième first base. pick de l'histoire des Guardians. Et voilà, donc il a Cleveland. fait. C'est toujours assez intéressant de voir ses premiers choix, ce qu'ils vont donner, hein. On avait vu
je pense Paul Skeens, qui était peut-être un des premiers choix les plus récents, qui avait quand même fait un gros effet sur les Pirates. Là, on va voir Travis Banzana ce qu'il va donner. Alors, ça fait que quelques matchs qu'il a joué. Oui, j'ai regardé, il a joué 2 matchs. Hein. Alors, oui. Ça reste très, très récent. Il n'a pas touché grand-chose. Enfin, si, quand il a touché, ça pouvait... Oui, après, il manquait c'est quelques réglage, mètres. Et en défense, il a fait une belle erreur sans conséquence pour les Guardians qui ont remporté le point. Mais il y a du réglage encore à faire. Il s'est quand même fait marche intentionnelle dès ses premiers matchs, ce qui est quand même assez fou. Mais, deuxième. Oui, mais dès ses premiers matchs quand même. Donc c'est quand même assez fou de se dire ça. Attention, Barry mais du coup, affaire un peu à suivre. On a des courses au rookie de l'année qui vont être intéressantes. Dans l'American League, il y a quand même du J.J. Weatherholt qui est assez chaud chez les Cardinals, du Murakami chez les White Sox qui aussi envoie pas mal. Donc, est-ce que Bazzana va s'ajouter un peu dans cette course-là On va voir. Affaire à suivre. Pour l'instant, moi, je le trouve très jeune. Voilà. Mais voilà, donc c'est dans ce qui s'est passé. Après, dans les blessures, je pense qu'on en a parlé. Donc Lindor qui est sur la liste des blessés. Ça vient de tomber. Luis Robert Jr. aussi qui est sur la liste des blessés. Garrett Crochet qui aussi se retrouve sur la liste des blessés. Donc malheureusement, en fait, ça tombe un peu sur les équipes qui n'avaient peut-être pas besoin de ces misfortunes. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Après, je pense pas avoir vu de grosses news, de gros mouvements. Non, je n'ai pas vu Tommy Pham qui s'est fait DFA, Randall Grichuk qui s'est fait DFA. Bon, ça reste rien de folichon. Oui, ça ne change pas la face d'une équipe, quoi. Voilà, après, dans les news globales, j'ai pas vu de grand-chose. Donc, si tu veux, on peut passer à nos séries. Attends! Moi, parce que toi, t'es tout jeune, t'es tout frêle encore dans cette émission. Mais les auditeurs, ça fait un moment qu'ils nous écoutent pour la plupart. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu leur point animalier. Ah, pardon. Et oui, le point animalier. Oui, ça, je l'ai vu passer. Dans la série Phillies contre les Cubs au Citizens Bank Park, on a vu un rat. Oui, un rat qui marchait tranquillement le long de la barrière, de la clôture, et qui a fini sa course dans le sac de balles des Cubs. Alors, pour tout vous dire, un rat, c'est quoi? Vous le savez tous, c'est un rongeur, mais c'est surtout intelligent, opportuniste, adaptable. En gros, ça va toujours là où il y a de la ressource. Si, voilà, vous savez, hop, s'il y a des immondices, de quoi manger, etc., et ça va faire venir les rats. Ça va là où, du coup, bah oui, il y a à bouffer. La ville, les égouts et les dugouts. Et pas que pour les pipas. Bon, donc, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on a vu un rat ou juste un spécialiste de l'optimisation en milieu hostile dans ce Citizen Bank Park? Bon, à ce qui paraît, après enquête et vérification, on m'a confirmé qu'il s'agissait en fait de Jed Hoyer, le proprio des Cubs, qui était en train de compter les balles parce qu'il n'y a pas de petites économies chez les Cubs. Et c'est comme ça. Voilà, c'était mon petit segment animalier. Mais un autre truc de rat que j'avais vu passer, c'est que dans le thème, pour rester dans le thème, mais il y a eu soit c'était il y a quelques jours, les Angels qui ont fermé une section de leur stade, la section 432, parce qu'ils ont découvert des petites crottes de rats. Et que du coup. Après, c'est des trucs fréquents et c'est des trucs où tu bouffes tout le temps le match de baseball. Oui, non, c'est exactement. Combien de fois on a retrouvé des raccoons en plein milieu des tribunes? Je sais plus combien de matchs, il y en a eu plein, des comme ça. Mais en fait, oui aussi, parce que j'étais pas là la semaine dernière et du coup, j'ai pas pu en parler, mais je suis allé au Yankee Stadium. Peut-être on en parlera après les news et après les séries. Mais je pourrais vous faire un petit retour d'expérience au Yankee Stadium. Ouais, vas-y. J'ai rien à faire. Non, mais on le fait après les séries et après le point, dans les news extra. Ouais. Allez, bah, tu nous fais ta série. Ouais, bah, c'est parti. Alors moi, je vous ai choisi la série Red Sox Yankees, forcément le retour
de la rivalité en 2026, le classique des classiques de la MLB. Donc, les Red Sox qui accueillaient les Yankees à Fenway Park. On en a déjà parlé des Red Sox, mais forcément, les deux équipes qui étaient sur des dynamiques complètement différentes pour ce début de saison. Les Yankees sont haut de la liste et ils sortaient d'un sweep contre les Royals, alors que les Red Sox étaient, eux, bons derniers de la division après une série un peu poussive face aux Tigers. Mais c'est la rivalité, donc en général, ça peut souvent ne rien dire. Donc on est parti pour ce premier match qui est un duel entre Louis Hill et Connolly Early, donc le jeune lanceur des Red Sox, puisqu'il avait fait ses débuts l'an passé, mais ça reste du coup un sophomore. Il va pas trop mal s'en sortir sur les 5 premières manches. Il va juste concéder un run sur un gros missile de Giancarlo Stanton, un petit classique. Mais ça va se compliquer pour lui en 6e manche. Il va concéder 2 walks à Rosario et Judge. Et Stanton, encore lui, va lui envoyer un double qui va faire rentrer les 2 joueurs. Et ça va être à peu près tout ce qui va se passer dans le match. Louis Hill, lui, il va dominer une attaque des Red Sox qui est au point mort, on en a parlé. Il va seulement concéder 2 hits et 3 walks en 6,1 manches. Et le bullpen va se faire un plaisir de fermer tout ça pour les Yankees. Hedrick Hill-Bednar, 4-0 pour les Yankees. Et c'était plié pour ce premier match. Le deuxième match, on s'attendait à un gros duel entre Ranger Suarez et l'ace des Yankees, Max Fried. Et ça va aussi être, ça va tourner très très court. Suarez, lui, il va lâcher 3 runs dès la première manche sur un home run d'Ahmed Rosario. Et les Red Sox, ils vont jamais s'en remettre. Rosario, il va enfoncer le clou avec un sac fly dans le 3e inning. Et Fried va faire une masterclass. 8 manches, 3 hits, 9 strikeouts. Aucune miette laissée aux Red Sox. Qui sont amorphes complètement face au gaucher. Et ils vont juste se prendre un petit run de consolation dans la dernière manche face à Brent Hedrick. Mais le match, c'est une victoire assez nette des Yankees, 4-1. Donc les Yankees vont prendre dès le deuxième match donc la série à Fenway. Mais les Red Sox vont avoir l'occasion quand même d'éviter le sweep complet. Ils vont envoyer cette fois-ci peut-être le duel de la nouvelle garde en quelque sorte entre les Red Sox et les Yankees, puisqu'on va envoyer du coup le baby ace des Yankees, Cam Schlittler, qui avait traumatisé toute la Nouvelle-Angleterre lors de la Wild Card 2025. Ça va être son premier départ à Fenway dans une ambiance, on attendait l'ambiance assez houleuse, mais au final, c'était juste un pétard mouillé. Je pense que c'était juste aussi le fait que les Red Sox sont un peu en difficulté au début de saison. C'est du mal à trash-talker quand même Cam Schlittler, qui lui fait un début de saison assez bon. Et en face de lui... Qui est du Massachusetts, qui est de Boston. Qui est du Massachusetts, c'est justement tout le... Alors, pas revenir sur toute l'histoire de Cam Schlittler et des Red Sox, mais il y a beaucoup de... Ça y va à coup de menaces de mort et de ce genre de trucs. Mais au final, il ne s'est rien passé dans ce match, même si c'était assez drôle, petit aparté, de voir ses parents qui étaient dans le stade en hoodie caché avec un gars de la sécurité derrière. C'était quand même un petit peu extrême. Mais bon, en face de lui, les Red Sox vont faire du changement, envoyer leur prospect numéro 1, Peyton Tolley. Donc, premier match de la saison pour lui. Et il va être absolument impressionnant, honnêtement. Il va complètement dominer la line-up des Yankees. Sur les 3 premières manches, il va être parfait. Il va prendre 6 strikeouts sur les 9 premiers frappeurs. Et il va même s'en sortir dans une situation très compliquée dans la 4e manche où il va se retrouver avec les bases remplies, aucune élimination. Il va faire un vrai travail d'artiste avec 2 strikeouts et rien concédé. Donc Tolley est vraiment impressionnant. Boston prend même l'avantage sur un double de Mayer après une erreur de Rosario. Donc tout semble vraiment aller pour les Red Sox, mais leur propre stade va jouer contre eux. Tolley concède un home run à Jazz Chisholm Jr., donc le premier home run de la saison pour Jazz. Et ce home run, il se glisse tout autour du pesky pole, donc un des home runs les plus courts probablement encore de la saison. Et ça va égaliser le match. Mais les Red Sox, cette fois, trouvent un peu de ressources. Schlittler, lui aussi, va craquer, concéder son premier home run de la saison après plus de 30 manches. Donc face à Carlos Narvaez. Donc les Red Sox passent 2-1. Tolley, lui, sort du match après 6 manches, 11 strikeouts, donc vraiment une performance et un seul run du coup concédé, donc vraiment une grosse performance pour Peyton Tolley qui promet potentiellement pour le futur quand même des Red Sox. Et dès sa sortie, le bullpen des Red Sox va juste s'écrouler. 3 simples consécutifs pour remplir les bases dans la 7e manche.
Puis 2 coups bien placés par Bellinger et Judge. Ça renverse le match, 4-2. David Bednar Schlittler va compléter 8 manches. Pas aussi dominante qu'en octobre, mais il va quand même s'en sortir avec 8 manches, 4 hits et seulement 2 runs au compteur. Et David Bednar va se faire un petit plaisir de prendre la save, fermer le match. Et les Yankees prennent leur premier sweep à Fenway depuis 2021 et confirment du coup au final la dynamique de la saison. Les Yankees qui restent en haut de la division et qui enfoncent un peu plus leur rival historique dans une saison chaotique et avec tout ce dont on a parlé par la suite déjà. Comme on dit par chez toi, on a rajouté l'insulte à la blessure. Ça, ouais. Ouais, et notez aussi les bonnes performances des bonnes performances des lanceurs, notamment, j'en retiens 2 cette semaine, c'est Tyler Glasnow et Paul Skeens. Paul Skeens qui prône le perfect game entre guillemets. Ouais, bon, Oui, parce que 0 bébé. 7 manches, je crois. Ouais, 7 manches, 0 bébé. Bon, il a pris juste un hit. Et Tyler Glasnow qui prend aussi juste un hit, mais qui laisse aussi 0 bébé. Et me semble-t-il, il a un plus de strikeout. Il a 9 strikeouts, je crois. Je crois que c'était ça, ouais, 9. Sur 8 manches. Bon, à part qu'il a pris son hit plus tôt, donc on n'a pas parlé de perfect game, mais une ligne de stats qui est aussi assez phénoménale. Et plutôt pas mal. Bon, moi j'y vais pour ma série. Vas-y. Moi je vais vous faire voyager, moi. Allez, welcome to Mexico City. Hein, n'oublions pas, ne confondez pas le pays et la ville. Mexico City Series, baseball sous oxygène et sans oxygène. Ouais, voilà. Bon, la MLB a décidé de peu se déplacer cette année, raison Coupe du monde de football. Pas grave, la MLB a trouvé un petit déplacement sympa à faire, Mexico City. Et visiblement, là-bas, la gravité ne fonctionne pas pareil. Le contexte, Mexico City, plus de 2200 mètres d'altitude, donc l'air est plus léger, la balle voyage plus et le pitching souffre. Ambiance Rockies. Et voilà, ambiance Rockies, mais voilà, chaos offensif garanti. Game 1. Allez, c'était les Arizona D-backs contre les San Diego Padres. Premier avertissement, les D-backs mènent le match 4-0 et les Padres explosent ensuite. 2 HR de taille France et au passage, Mason Miller atteint sa série à 34 2/3 innings sans run encaissé. Domination totale dans un environnement hostile. Game 2, parce que pour moi, il y avait une série, mais j'ai pris la série la plus courte de match. Ouais, 2 games. Le lendemain, les Padres, tranquilles, 6-0. Puis 7-2. Et là, de nouveau, tout explose. 7e manche, retournement total. Grand slam de Tim Tawa. Score 8-7. Et derrière, les D-backs finissent le match à 12-7. J'ai pris cette série parce que juste, elle m'a fait délirer. Déjà pour l'ambiance et pour en effet, les balles, elles sont parties dans tous les sens. C'est un peu genre laboratoire, tu vois, tu fais... Ouais. Tu voyais quand le pitching perd le contrôle, ça devient tout de suite, c'est... ça se paye cash par une balle qui va voyager beaucoup plus loin qu'elle devait. Le momentum du coup des équipes qui s'enflamment parce que un pitching qui lâche et qui tient pas le coup, c'est pas un joueur qui frappe, 2, 3, ça devient 1, 2, 3, ça s'enchaîne. Ouais, ça part vite. Hein. Et il y a des leads qui veulent plus rien dire, les matchs qui basculent en une seule manche. La tension permanente parce que tu te dis c'est passé de là, ça peut se reproduire après, donc tu es devant ce match en train de le regarder sur un festival offensif. C'est pas juste fun, c'est juste du baseball joué dans un autre contexte en fait, en altitude avec une météo favorable et dans un stade aussi plutôt on va dire hitter friendly. Donc c'est après c'est vrai que les Rockies donc du coup étaient dans un environnement similaire, mais ils ont adapté un peu le stade quand même pour que ce soit pas non plus le slugfest parce que là, c'était... à chaque fois. Mais là, du coup, c'est vrai que c'était peut-être pas le stade le plus adapté à l'altitude. Exactement. Après, ils font avec ce qu'ils peuvent.
Et c'est vrai que moi, j'étais étonné de. En fait, je n'ai pas entendu parler que ça des Mexico City Series. Enfin, j'ai vu les matchs, etc., mais j'avais même pas conscience que ça se jouait à Mexico City. Et ça a été quand même assez. Enfin, après, c'est peut-être aussi de ma faute. J'ai peut-être pas non plus prêté beaucoup d'attention, mais j'ai l'impression que la MLB a pas non plus insisté tant que de ça Tu as bien dessus. vu, tu as bien vu, tu as bien vu. Parce Et que, je trouvais ça, au final, j'ai limite découvert ça après le fait. Ah, c'était à Mexico, en fait, oui, Mexico moi, City. Ah c'est oui. surtout en voyant le score, j'ai fait: «Ouah, c'est quoi ce match?» Alors je vais regarder et puis je vois Mexico Series, je fais: «Bah quoi, Mexico Et Series?» ouais, mais en fait, D'où c'était, c'était mais en c'était fait, au calendrier ça? quand je l'ai, mais si, ouais, quand je l'ai vu, je me dis, ah, mais oui, il y avait ça, en effet, de prévu, mais pour moi, ça a tellement pas été pubé ou pas été, ouais, enfin, il n'y a pas eu de Il y a pas eu de promotion ni rien. promotion plus que ça. Et j'ai l'impression que, ouais, bah, si t'étais pas à Mexico City ou si t'étais pas fan des D-backs ou Des des Padres. Padres, t'étais pas au courant, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais peut-être voulu regarder juste pour voir l'ambiance, etc., comment ça se passait en tant que, bah, les matchs à l'international, c'est toujours intéressant à voir, quoi. Et en fait, bah, ah bah, j'ai pas au courant. Bah, C'est un peu dommage, quoi. surtout dans ce contexte-là, en fait, où tu as une version du baseball qui était enfin franchement, j'ai regardé, c'était conditions extrêmes, quoi, tu vois? Tout est amplifié, une Oui, simple, ouais, ouais. Mais une oui, ils auraient balle qui pu. normalement tombe dans la enfin, au niveau de la Est-ce warning qu'ils auraient track, pu faire là, de elle la partait, promo? 10 mètres Ouais, plus ils auraient pu faire de la loin, promo sur ce fait-là, tu vois? «Ah, ça va être un match en altitude et cetera, c'était attention, faut hyper avoir». enfin, tout était même les lancers, c'était compliqué, tu vois? Les balles Il y a moins cassantes, d'effets, elles étaient enfin, compliquées. ouais, 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 Et puis tu ça t'as et moins puis d'air, quoi. ces matchs-là, c'est une avance de 5 runs, en fait, bah, c'est pas une sécurité, tu vois? Non, non, et c'était du coup, C'était juste le début de l'histoire. 5 runs d'avance ou 6 runs d'avance c'est et ça, c'est ça. après, on laisse faire. Enfin, Mais non, mais ouais, du coup, j'étais, un peu surpris que la MLB moi, c'était mon sentiment. Après, du coup, je vois que tu le partages, c'est qu'il y avait pas eu tant de, non promo dessus, quoi. et Et c'était un peu genre, voilà, c'était ça. Ah, OK. et c'est pour ça que je voulais rebondir sur un truc, Mexico City, c'est des séries, voilà, je vais pas reparler des London Series qui ont été abandonnées, mais la MLB, elle laisse quand même les fans européens sur le banc actuellement. Ouais. Parce qu'il y a eu ce gros spectacle à Mexico City, mais en Europe, pour l'instant, c'est silence radio. On savait qu'il y avait pas de London Series. Ça, OK, très bien. Pas d'annonce et surtout, l'année dernière, ils ont commencé un takeover, pardon, c'était le Hackney Bridge Takeover attendu par les fans. Et cette année, on l'attendait. Et toujours pas. Alors certes, c'est pour le mois d'août, mais la MLB n'a toujours pas communiqué quoi que ce soit sur le site officiel. On est encore sur les dates de l'année dernière. Quand j'ai contacté la MLB Europe, elle m'a toujours pas répondu. Je te laisse imaginer le truc, tu vois. Donc, tu sais pas, Bah, le compte MLB Europe sur Twitter, pour moi, c'est un des comptes un peu les plus, inutiles, en tant Ah que oui, oui. fan. Parce que Le tu en fait, tu rien de plus que si tu suis le compte MLB, heu, tout court, en fait. ouais, mais MLB Europe, juste poster des trucs un peu sympas, des: tu «Oh, vous vous souvenez de ça?» Mais sinon, c'est juste: «Ah, bah, voilà ce non. qui s'est passé la veille», en anglais. Donc il y a rien de Tu les contacts, fou. tu vois? J'ai contacté, je me suis amusé à contacter les trucs pour voir s'il y avait quelque chose. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils avaient commencé à construire quelque chose en Europe quand même avec les matchs au London Stadium, les fan zones et tout ça, les événements type, Hackney Bridge qui étaient plutôt brillants. C'était une vraie tentative d'installer la culture, Oui, oui. baseball et qui était sympa en plus ça parce que Hackney Bridge ça c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est imaginer, c'est un petit côté, Camden mais plus propre, sans les rats. Hem, ou un petit côté street food et cetera, les gens enfin c'est très familial, c'est plutôt bonne ambiance dans ce que veut créer, Londres sur, des comment? Des parties comme ça de la ville comme, ils ont repris la fameuse, ah punaise, j'ai perdu la station, l'ancienne station électrique, j'ai perdu son nom. Bref, quelque chose comme ça qui est convivial, où la NFL s'était mis, ça va me retrouver, je vais retrouver le nom de la
Bon, je Je l'ai peux pas plus. t'aider. Bref. Je l'ai plus, Mais en bref. tout cas, la NFL allait se présenter là. C'était le bâtiment d'une ancienne station électrique au charbon qui s'appelle. Je n'ai plus de. Voilà, bon, ça me reviendra dans 5 épisodes. Bref. En tout cas, tu vois, ils ont fait des trucs et la NFL avait fait des trucs pas mal et ils ont commencé à s'inspirer, mais moins grand parce que la NFL avait quand même des Plus de choses public, ouais. en grand. Hein. Mais tu vois, la MLB, on dirait qu'ils ont commencé un truc et puis voilà, c'est Bah, en fait, je lâché. sais pas si c'est, Il n'y a rien d'annoncé, rien le d'activé. nouveau CBA, enfin les négociations du nouveau CBA qui font que c'est un peu en pause tout ça, de voir comment est-ce que. Non, mais ça, Mais c'est les j'en sais rien, joueurs. je donne, j'ai pas d'infos particulières, hein, mais Ce mais qui je sais leur. pas si. Nous, mais dis-toi, on est des clients, nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça, Le je but, suis c'est que d'accord. qu'on Mais aille après, dépenser notre argent pour la MLB. Enfin, en quoi ils réfléchissent? Mais de toute façon, le problème de la MLB, c'est toujours américano-américain. C'est-à-dire que bah après, je pense qu'ils ont envie de s'étendre, mais c'est vrai que bah il y a le marché, enfin il y a des marchés, le marché notamment asiatique et le marché sud-américain qui est, je pense, leur priorité à l'heure actuelle, mais c'est des et qui marchés qui fait sont que. déjà conquis. Enfin, c'est des marchés où il y a Oui, non, mais déjà du après, je suis baseball. d'accord. Je suis d'accord. Mais C'est après, je pense facile. que après, moi, je suis pas, je ne connais pas qui prend les décisions à la MLB, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et après, je sais pas si, en effet, là, vu que ça tombe l'année du CBA, est-ce qu'ils se disent, allez, on va prendre le temps de négocier tout ça, de voir quel plan on prend pour ce genre de choses. J'en sais rien. Écoute, Tu moi, perds du temps. mais j'avoue que après, moi, je suis moins touché parce que euh, Oui, toi, tu es sur c'est- place. Donc, souvent. je suis sur place. Mais c'est vrai que je trouve ça aussi très décevant de pas, parce que comme tu disais, cet événement à Londres, même si c'est pas un match, c'est des choses qui sont plus faciles à organiser et que tu pourrais faire dans plusieurs villes européennes Mais ne lors de la serait-ce saison. mais ne serait-ce qu'une, tu vois, et comme au début a fait la NFL. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que la MLB, elle veut être globale, mais elle se donne pas la chance. Et moi aussi, Et vraiment, ce l'Europe, qui. ça donne. T'as l'impression qu'en Europe, tu vois, on est vraiment. Mais ça se Mais voit moi, en fait, aussi, moi, hein. ouais, je suis Le d'accord. MLB Mais Europe, moi, en fait, quand tu le compares avec le MLB Spanish où il y a un compte MLB pour enfin, les pays oui, oui, hispanophones, il est bien mieux que. Des ah non, fois, mais il est je suis presque d'accord. même Pour moi, mieux le que compte MLB MLB. Europe ne sert absolument à rien parce qu'en plus, il propose du contenu anglophone. Donc, ça sert à rien. Tu as déjà le compte MLB qui le fait. En fait, ça parle un peu dans le vide et il n'y a aucune connexion particulière avec les fans. Il n'y a aucune interaction particulière avec les comptes parce qu'il y a beaucoup de comptes UK, beaucoup de comptes francophones, beaucoup de comptes allemands, enfin, ce genre dédiés à certaines franchises. Il n'y a aucun, ou très très peu. Alors, cette année, j'en ai vu aucun. Dans les années précédentes, j'en ai vu très peu d'engagement fait avec ces comptes-là, d'essayer de créer une communauté à travers ces comptes-là qui sont présents Si, et qui font t'es le travail suivi. pour la MLB. T'es suivi, tu vois, t'as des trucs. Parce que moi, Moi, ils me suivent pas, hein. le compte First Speech est suivi. Mon compte, The French Dugout, sur X, il est suivi par la MLB Europe. Moi, je Mais crois qu'ils bon, me suivent pas, hein. bref. Ouais, Attends, mais je c'est normal, vérifie, je toi, regarde, je te dis. pinstrap. Followers, qui me follow? Ils me follow Bref. pas, hein. Bon. Non, Et. mais oui, enfin, je trouve juste qu'ils ont. En Mm, fait, il y a un écosystème qui quand même existe beaucoup en Europe à travers les fans, sur lequel ils pourraient s'appuyer. Et je trouve que le compte MLB Europe ne fait absolument pas ça du tout, ne relaie rien. oui, mais même, Et c'est dommage, quoi. il communique très mal en ce moment. Mais tu vois, Non, mais ce oui, oui, truc du ça, je suis Hackney d'accord. Bridge, la moindre des choses, c'est, tu vois, Mais ouais, ça se trouve, tu vas le savoir 2 semaines d'annoncer au moins. avant. Ouais, c'est ça. C'est comme les Et Mexico-séries, c'est quand ça va y c'est être. dommage, quoi. C'est dommage parce que ça avait l'air plutôt chouette, honnêtement. Même si tu voyais pas un match de baseball, mais c'était plutôt chouette. Tu étais dans Ouais, mais l'ambiance et après, tu tu étais dans pouvais le faire une truc. watch Et tu party te de. retrouves avec d'autres fans, d'autres pays, etc. Ouais, C'est non, mais plutôt c'est cool. ça Et qui était c'est une cool, ouais. Mais expérience je suis d'accord. immersive qui était plutôt sympa et que j'aurais bien voulu faire. Enfin voilà. Bon, qu'est-ce qu'on parle quoi d'autre? On Mason Miller, la fin de la série. Ouais, bah, Mason Miller qui, alors je sais plus à combien il en était, mais il s'est Alors pris un ouais, home run enfin. il s'est arrêté sur une balle à 49 mph hein, et une décision d'arbitrage surtout.
Ouais, après, la décision, au final, elle a pas. Enfin, si tu parles du foul fair sur. Ouais, C'était quoi, Macho sur la bonne. Non, si c'était Taille Macho, je France crois. Ouais, Ty France, qui est le troisième base, du coup, qui. qui attend que ça soit appelé full et puis Ouais, l'arbitre, après. Tit point d'arrêt. Et- Ah merde. Ouais, après, bah, écoute, en fait, j'ai vu ça discuter pas mal sur les réseaux, forcément. En fait, on n'a pas l'angle de vue qui permet de juger. C'est surtout ça. L'arbitre a la position au-dessus de la balle et sur la ligne pour lui juger si la balle elle est fair ou foul. Après, si la balle elle est au-dessus de la ligne, elle est au-dessus de la ligne et c'est comme ça, quoi. Euh, mais du coup, ouais, les angles de caméra sont toujours un peu trompeurs et on n'a pas l'angle, je pense, parfait pour voir, au contraire de l'arbitre qui, lui, est au-dessus de la balle et voit vraiment ce qu'il faut voir. Donc, faire foul, bah, au final, je pense que moi, je fais confiance à l'arbitre sur ce coup-là. Bah, Je de pense toute que c'est lui façon, qui est avec la meilleure vision. tu pas le choix parce que dans la règle, en fait, tu peux pas faire un review Non, mais je pense que même sur une balle qui soit bonne, fair ou je pense que foul. si tu pouvais, il n'y a pas l'angle de caméra pour, quoi. Parce que tu auras toujours un angle qui fera que tu n'as pas l'angle au-dessus de la ligne que l'arbitre peut avoir. Après, tu vois, je sais pas Et puis si, aussi, enfin, Taille France, il anticipe trop la décision de l'arbitre parce qu'il ramasse la je balle, il fait pense rien. aussi, et non, ouais, alors je pense que la balle s'est arrêtée, donc je pense qu'il l'a prise au bon moment. Mais Lui, il la après, tu le vois aussi considère, qui. lui, il la considère faute Ouais, et l'arbitre lui dit non, non, la balle, elle est dans le territoire ouais, fair. après, mais tu essayes aussi, tu vois, sur l'image, qui essaye de frame un peu comme un catcher en bougeant la balle, hein, légèrement quand il la prend, tu vois, genre en Ouais. bougeant, mais ça marche pas comme ça. Mais après, au final, déjà, bon, ça change pas le résultat du match. Les Padres ont gagné quoi qu'il arrive. Mais au final, ça change pas aussi la streak de Miller parce que après il se prend, je crois, 2 singles. Il y a un force out qui aurait poussé, quoi qu'il arrive, le gars sur la deuxième base. Donc le force out fait marquer Shaw. Donc c'est ça qui casse la streak, mais ça fait aussi avancer le gars qui était sur la deuxième base en troisième base, et après il y a le wild pitch Il y a le qui wild score un pitch deuxième run. qui fait rentrer Donc un ça aurait pas, deuxième. ça aurait cassé peut-être pour un run. Tu Et en sais fait, au pas final, mentalement ouais, mais peut-être après, au final aussi, la balle est foul. Ça donne un swing de plus à Shaw qui peut te frapper un home run. T'en sais rien aussi, qui aurait pu frapper ouais. un. Donc c'est un peu des non-débats. Mais moi, je te dis, je pense que l'arbitre a pris la première décision parce que c'est le seul qui avait le point de vue que nous, on n'aura jamais sur la balle. Et Enfin, malheureusement, ceci dit, ça n'enlève, comme tu l'as dit, c'est anecdotique au final parce que oui, voilà, Miller, c'est 10 saves sur 10, c'est ça. 61,4% de K rate et les Padres qui sont à 19,9. Donc, Non, voilà, les Padres ont gagné le enfin, match. à Miller ce a pris la moment-là, save. La streak, je pense qu'il s'en fout un peu, Mason Miller, au final. Et je pense que, au vu de ce qui s'est passé après, ça aurait potentiellement pas empêché la streak d'être cassée. Donc bon, c'est pas non plus le drama de l'année. Mais si on parle de Mason Miller, je te propose une petite discussion sur est-ce que Mason Miller peut être Cy Young s'il continue sur ce rythme-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Mason Miller soit Cy Young cette saison? Alors pour mettre un peu pour rappeler, le dernier releveur qui a été Cy Young, c'était avec les Dodgers, Eric Gagné, en 2003. Donc ça fait qui a un peu de coaché temps. l'équipe de France. Ouais. Et pour donner un peu donc le niveau, donc ses stats avec lesquels il a gagné donc de ce Cy Young, c'était 82,1 inning pitch, 55 saves, 137 strikeouts et un IRA plus de 337. Voilà. Donc, pour l'instant, Miller, comme on l'a dit, il est sur 10 saves, donc 10 sur 10 en save, 15,1 inning pitch, 29 strikeouts et un IRA plus à 359. Donc, alors après, il n'y avait pas l'air d'avoir autant de concurrence en 2003 face à Gagné que peut-être il y en aura face à Miller cette saison. Mais est-ce que Miller est le meilleur candidat pour voir un releveur Cy Young cette année ou dans les années qui viennent? Mais en tout cas,
pour le moment, je sais pas. C'est la question. Est-ce que s'il Ouais. attend 50 saves, est-ce que s'il fait un 50 sur 50, genre, est-ce que si 50 saves, 50 opportunités, est-ce que si il atteint 150 strikeouts, ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il est tellement dominant en closer qu'il pourrait être sérieux candidat au Cy Young? Je sais pas. Moi, j'y crois pas trop parce que quand tu vois qu'il y a eu la saison d'Emmanuel Classé qui a été avant, avant en 2024, qui a été quand même phénoménal Ouais, non, ouais, c'est le qui est pas dernier, je sorti, et crois, pourtant, qui était top 3, ouais. ouais, top 3, et pourtant, je sais plus qui finit Cy Young d'ailleurs cette année-là, mais En American League, c'était Skubal. Mais oui, classé, c'était 47 saves, un IRA plus à 667. Donc oui, c'était déjà Skubal. Ouais, Skubal, il a gagné 2024-2025, il a fait le back-to-back. Ok. Ouais, ok. Ouais. Donc, ouais, bon, après. Ouais. Non, il y a quand même du joueur à bouger en NL parce que t'as un monsieur qui s'appelle Paul Skins. Et je pense c'est ça, ouais. que ça va être Et après aussi, compliqué. est-ce que Ohtani qui fait quand même un... Non, je pose des questions. Oui. Après, pour le fun, pourquoi pas, mais Non, oui, ce sera un truc de ouf. Parce que là, si ça arrive, laisse tomber. S'il fait Cy Young, MVP, s'il plus fait son Cy Young, club il est des MVP, je 50-50, pense. c'est bon. Enfin, c'est même pas la peine de l'envoyer envoyer-le directement à Copperstone. Ce sera le premier joueur à Copperstone Il est qui maire de la sera ville. encore joueur. Bon, enfin, bref. Bon. Non, mais c'était une petite Non, question, un je me petit point suis. historique sur le dernier releveur, les derniers. Oui, et Parce que après, quand tu historiquement, vois, c'est possible. tu vois des releveurs comme Mariano. Mariano, ouais, n'a jamais gagné Jamais, le hein. Pourtant, voilà. Non, il n'a jamais gagné. Après, il a fait, il en a fait des bonnes saisons. Bah Mais oui, non, il n'a jamais gagné le Cy Young, ouais. tu vois. Non, mais après, C'est quelque chose d'assez c'était. rare. Non, après, ce que je pense aussi dans le contexte d'Éric Gagné, c'était aussi qu'il y avait moins de concurrence cette année-là C'est ça. dans les starters C'est face à lui. Ce qui fait que ça. Alors que, comme tu l'as dit, ça va être dur de justifier un releveur face à quelqu'un comme Paul Skins. Et on verra aussi qui va se détacher un peu cette saison dans la National League. Mais oui, c'était juste la question de est-ce que. Parce que je pense que c'est celui qui a le plus de chance, en tout cas, si un releveur doit gagner un Cy Young. À l'heure actuelle, je pense que c'est lui qui a le plus de chance. Mais voilà, c'était un petit aparté aussi sur Mason Miller de ce côté-là, puisqu'on en parlait. C'est vrai que c'est pas Devin Williams qui va être Cy Young. Bon. Allez, j'ai pas de jeu de mots avec Cy Young pour faire un truc. Non plus. Mais oui, non, pas cette année. En tout cas, pas cette année. Ouais, l'année dernière non plus. Tiens. Point classement, on y va? Ouais, petit C'est point le classement. moment? Allez. On commence par la L East dans l'ordre. La L East, ouais, tout à fait. Le point classement d'aujourd'hui. Hein. Ouais, New York domine les débats. Ouais, New York qui est la seule équipe de la L East avec un run differential positif. Donc, ils sont logiquement premiers de la division 20-11 devant les Rays qui sont surprenants en 18-12, qu'on n'attendait pas forcément là. Les Orioles quasi à l'équilibre en 14-15 et les Blue Jays et les Red Sox 14-16 pour les Blue Jays, 12-19 pour les Red Sox. Les Red Sox qui... en fait, il y a eu une série entre les Blue Jays et les Red Sox. Donc, du coup, les Blue Jays ont pris la série. Donc, ça a forcément relevé un peu la tête des Blue Jays qui font aussi, on n'en a pas parlé, mais qui font pas non plus un début de saison exceptionnel après pas mal de blessures et pas mal de choses qui... Ça se passe pas très bien. Mais là, regarde, tu as 30-31 matchs. Tu regardes le bilan. Tu n'es pas loin de l'équilibre non plus. Tu n'es pas loin de l'équilibre.
Non, non, après, de toute façon, l'année dernière, c'était un peu pareil où les Yankees étaient ont très vite pris la tête et après, ça a grignoté au fur et à mesure du reste de la saison Et après, le mois pour de revenir. juin, hein. Bah, écoute, on verra On cette en année, le reparle mois de dans juin. un Mais mois. après, de toute façon, c'est vrai que en fait, perdre en avril, ça peut avoir des conséquences sur la fin au bilan, mais c'est vrai que c'est toujours rattrapable. Et là, bon, les Blue Jays sont quand même pas non plus au fond du trou, mais ça rame, quoi. Ça rame quand même pas Non, mal. je veux dire, Et, s'ils avaient le bilan, tu vois, sans mais spoiler, mais on va dire, ils ont un bilan, single digit en win et double digit en lose. Là, tu vois, je me serais dit, ouais. ouais, ça c'était plus inquiétant. Mais là, Après, aussi, de manière globale, l'American League est en galère, hein. On va pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3 équipes qui ont un bilan strictement positif en American League. Donc, on n'est pas non plus. L'American League, c'est vraiment quand même un peu la dèche. Et du coup, dans la ligue, la division un peu de la dèche, on peut passer à la L centrale. Parce que la L centrale, il n'y a aucun bilan vraiment strictement positif oui, à l'heure actuelle. mais pas Les négatif Guardians. pour les Guardians qui, après leur Et victoire ils sont pas hier négatifs, mais ils soir, sont pas positifs. Les Guardians, donc à en leur tête des habitude, losers à pour le leur moment, habitude, en 50-50. 16-16, parfait équilibre. Alors, les Tigers sont pas loin en 15-16, à un demi-match seulement. Ensuite, les White Sox, surprenant, Surprenant. les White Sox derrière pour moi, une des meilleures recrues de l'intersaison, un Munetaka Murakami, co-leader avec Aaron Judge en home run. Non, Euh, clairement, oui. donc, Il fait une saison. pour moi, un gros candidat au rookie de l'année pour le moment en American League. Les Et Twins ensuite, les Twins en qui, 13-18 aussi, qui mieux commencent à peut-être que ce qu'on retrouver attendait. un Ouais, ouais. rythme de croisière, on va dire, parce qu'ils ont été pendant un petit moment en haut de l'affiche en NL Ouais. centrale sur le début de saison. Et les Et, Royals, et les Royals qui sont, en fait, les Royals décevants. qui galèrent, hein, Décevants. et c'est Décevants. décevant. Décevants. L'attaque est pas folle. Ils ont Décevants. perdu beaucoup de matchs à un run. C'est quand même pas fou. Et c'est décevant. Bobby Witt Jr., malheureusement, mon Dieu, les Royals ne le méritent pas, je trouve. C'est dur. Mais du coup, ouais, qui sont en 12-18, dernier de la L centrale. Et dans la L West, Là, c'est surprenant. surprenant aussi, mais les Athletics, ce sont les leaders de cette division en 16-14. Suivi des Avec un run Mariners. differential qui est négatif quand même. Ça, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est- Et ouais, les Mariners qui quand même se rattrapent un peu parce qu'ils avaient été vraiment, vraiment en galère en début de saison et donc du coup ça recolle un peu poussivement mais progressivement en 16-16 à l'heure actuelle. Suivi des Rangers en 15-16, des Angels en 12-20 et surprenamment les Astros qui sont... Alors surprenamment, il y a des problèmes chez les Astros. Jordan, lui, est en feu, mais le reste des Astros, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu la Puisqu'ils sont cata, ouais. 11-19 du côté de Houston. Je sais pas quand est-ce qu'il récupère Jeremy Peña, mais je pense que ça va faire du bien. Parce que pour l'instant, Ouais, après, c'est l'affaire aussi le pitching. Correa Altuve qui est un peu en difficulté, quoi. Ouais, après, c'est aussi le pitching. Hein. Le pitching est quand même... Enfin, ils ont un IRA global de 5,96. Ça, c'est quand même... Tu bosses quand même avec un peu contre le vent, quoi, du côté de l'attaque, parce qu'il faut quand même que tu ailles au moins chercher 6 runs par match pour remporter des matchs en moyenne. Donc, c'est pas non plus... le pitching leur rend pas non plus la tâche facile, on va dire. Et... vas-y. Non, mais du coup, voilà, je pense que l'attaque, en effet, il y a du mieux à trouver. Peut-être que le retour de Peña, en effet, sera salvateur, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire du côté du pitching. Alors, Hunter Brown est blessé, Josh Hader aussi est blessé, mais après, voilà, il y a eu la recrue Tatsuya Imai qui s'est blessé, mais qui n'était pas non plus fameux en début de saison. Donc, à voir ce que ça va donner du côté des Astros. Mais alors, les Angels qui rentrent déjà dans le rang après une série de 6 défaites,
C'est dommage parce que ça joue. Honnêtement, je trouve que ça joue pas mal. Tu vois, hier, je les ai regardés hier soir après avoir fini le match de Cleveland. J'ai regardé un peu. Je trouve que c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, tu vois. Ils jouent. Ouais, Alors, risqué par moment parce que ils perdent des matchs, mais tu vois, ils ont mené une bonne partie du match. Et puis après, ils se sont fait reprendre, mais non, mais c'était pas. Enfin, on les a accueillis au Yankee Stadium, mais je crois que les 2 victoires qu'on prend, c'est sur des walk-off. Donc ils s'écroulent un peu peut-être en fin de. Après, ils ont eu des. Je sais que, en tout cas, dans la série contre les Yankees, c'est que j'ai regardé, particulièrement, c'est Romano qui leur a salopé pas mal de matchs. Parce qu'il oui, il leur a salopé les 2 matchs face aux Yankees euh, en, en cachant complètement la dernière manche. Donc oui, il leur manque un vrai closer. Ouais. Tu vois, ça pourrait être un truc pour Devin Williams. Allez. Los Angeles, c'est un gros marché, mais c'est vrai que les Angels, Oui, enfin, c'est les Angels. moins. Il n'y a pas de pression. Mais ouais, non, mais pourquoi le pas. proprio, il a dit, le but, c'est que les fans prennent plaisir. Pas de gagner des matchs. Et les Rangers, mine de rien, qui raccrochent un petit peu, mais péniblement. Ouais, du coup, on sort de la série face aux Rangers avec les Yankees. En fait, c'est dur en attaque, quoi. L'attaque est vraiment pas folle, hein. Encore une fois, Non. c'était assez poussif. Correa, c'est vraiment pas ça. C'est Nimo était vraiment Young, Pederson, c'était vraiment assez régulier dans la série. Après, c'est ce que moi j'ai vu face aux Yankees. Mais de toute Correa, façon, c'était un peu un trou d'air à ce niveau-là, quoi. C'est ce que Correa, tu parles chez les Texas Rangers? Seager, pardon. Seager, oui. Seager. Oui, Seager, mais c'est Seager, Siemens, de toute façon, ça fait 2 ans, ils sont sur la même. Ils sont en dents de scie. Non, c'est ça. Et c'est clairement pas les joueurs à aller chercher chez les Rangers. Après, les Rangers, eux, ont fait l'affaire du siècle parce qu'ils se débarrassent d'un gros contrat. Mais bon, voilà, ça. Non, mais l'attaque, ouais. L'attaque est. À part les 3 joueurs que tu cites, parce que Young fait une super saison en 3e base. Non, Young, Nimo, c'était vraiment, vraiment solide. Et Nimo, mais voilà. Après, oui, un peu manque de puissance aussi. Mais c'est vrai que, ouais, les Rangers, du coup, à voir ce que ça va pouvoir donner. Mais en tout cas, leur pitching avait l'air vraiment. Enfin, DeGrom, c'était solide. Et Eovaldi, c'est solide. DeGrom a eu du mal à finir, mais c'était quand même pas mal. Ouais. Et du coup, on passe dans la National League. Bien sûr. National League avec les leaders de la MLB, les Atlanta Braves, en 22-9, qui sont leaders. Et derrière, le reste de la division est un peu plus en galère, mais surprenamment, en 2e, on retrouve les Miami Marlins en 15-16. Ensuite, surprenamment également, les Washington Nationals. Mais moi, c'est une équipe encore que je reviens là-dessus. Alors, c'est des équipes là, c'est bizarre parce que, enfin non, on va partir dans la centrale après où c'est très bizarre, mais c'est une équipe qui est plutôt aussi agréable à jouer. Seulement, il n'y a pas de pitching. Bon, voilà, c'est tout. C'est ça. Et ensuite, les 2 dont on a déjà parlé un peu en long, en large, en travers, les Phillies en 10-19 et les Mets en 10-20. Et j'ai le match sur la télé juste à côté de moi et je peux vous dire que les Phillies perdent pour le moment 2-1 face aux Giants dans le premier match du double-header jeudi, donc au-delà de la 2e manche, donc il reste du temps. Je suis en train de voir tous les lives là depuis tout à l'heure. Je fais merde. Mais moi, j'ai le match à la télé juste à côté de moi. Là, j'étais resté sur NBC, donc du coup, je vois Christopher Sanchez qui se lâché de run dans la première manche. Donc, avoir le classement en direct va peut-être évoluer. Mais avant que ça évolue, on part dans la division la plus forte de la MLB où toutes les équipes sont dans le positif. Et là, si on m'avait dit ça un jour, j'aurais dit. Mais en fait, c'est en général ce qu'on s'attendait au début de la saison à ce que l'AL East pouvait potentiellement être. Et au final, c'est la NL centrale avec vraiment que des bilans strictement positifs. Donc, il n'y a même pas une personne qui a l'équilibre.
Et en leader, en tête de gondole, les Cincinnati Reds en 19-11, avec un run differential négatif, mais qui surpasse un peu les attentes, à quoi on s'attend. Derrière eux, Non, mais encore une fois, moi je dis l'année dernière ils méritaient et j'espère oui, que oui, les non, Reds mais continueront ils ont, cette dynamique, mais Terry ils ont, Francona y est pour quelque chose, ah non, clairement. mais ils font du gros travail Terry et ça paye. Francona, il a toujours, parce que Écoute, je ouais. connais bien le personnage pour l'avoir vu évoluer, en tout cas manager mon équipe pendant des années, je peux te dire qu'il tire le meilleur vers le haut. il tire le meilleur de ses joueurs. Ça se voit pas encore sur Et la défense d'élite de la Cruz, mais bon, ouais, peut-être que. peut-être qu'un jour il bougera en outfield. Bref, voilà. ensuite on a les Cubs. Et ensuite on a les Cubs, donc des Cubs, alors qu'ils sont pas largués, hein, ils sont en 19-12. Personne n'est largué de toute façon vraiment dans la division, Non, clairement. mais Bah, les y a Cubs qui sont du coup un en match et demi, quoi. 19-12. Ensuite les Cardinals en 17-13. Alors, Et hyper surprenant. Par contre, les ouais, Cardinals, je suis très surpris. Mais ces jeunes ouais, joueurs qui sortent des Cardinals, là, là, aussi ouais, très surprenant. JJ, et en fait, après, alors ça s'essouffle un petit peu. Jordan Walker qui avait fait un gros début de saison. Alors là, ça se tasse un peu pour lui, mais ça reste du coup solide. Oui, JJ Wetherholt qui est leur rookie, qui du coup est vraiment solide, hein. Non, les Cardinals qui sont là, surprenamment, on ne s'en attendait peut-être pas, mais ils y sont. Ils sont devant les Brewers, donc les champions en titre de la division, qui sont en 15-14, et qui sont eux-mêmes devant les Pirates. Alors, les Pirates, dernier de la division, Jouent on s'y actuellement attendait. contre les Cardinals, d'ailleurs. Ouais. Non, moi je m'y attendais pas. Je pensais qu'ils allaient. Moi, qui honnêtement, perdent contre les Cardinals à l'heure actuelle. Ouais, mais tu vois, Skins, c'est galère. Ils ont fait quand même un bon recrutement, les Pirates, pas clinquant, mais je trouve que le recrutement est correct. Non, mais après, Pour moi, je les vois pas aller en playoff, non, loin de là, mais au moins finir. Je pense qu'ils peuvent aller chercher la 3e place dans cette National League Central. Moi, je pense qu'ils peuvent être même, tu vois, à l'équilibre. Ils peuvent être à l'équilibre. Maintenir cet équilibre. En fait, je voulais dire, les Pirates dernier de la division, c'est pas surprenant, mais en positif, c'est quand même exceptionnel. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait avec leur historique. On en reparlera après le All-Star Break, je pense, parce que c'est toujours là où ça commence à. On commence à avoir des choses, mais si au All-Star Break ils sont toujours dans la course, je pense qu'ils peuvent essayer d'aller chercher une wildcard. Ouais, en tout cas être dans la course. Je ne dis pas qu'ils iront en wildcard, je dis simplement qu'ils peuvent être dans la course. Mais il n'y a que 30 matchs, il y en a 162. On va pas. On verra. Ça reste à faire à suivre. Ouais, allez. Et du coup, la dernière division, la NL West, sans surprise, dominée par les Dodgers en 20-11, mais qui ne s'envolent pas en haut de la division. Les Padres sont juste derrière eux en 19-11, avec un match de moins, du coup. Et derrière, les Diamondbacks en 16-13, les Rockies en 14-17. Qui ne sont pas derniers. Alors, qui ne sont pas derniers. Et les Giants. Et du coup, les Giants, pour le moment, attention, les Giants, je le rappelle, 2-1 face aux Phillies, attention. Donc, peut-être que les Giants vont revenir pendant quelques heures, juste devant les Rockies. Mais en tout cas, les Rockies. Les Rockies sont à Cincinnati, là, en ce moment. Ouais. Mais les Rockies qui font un bon début de saison, hein, honnêtement, c'est une équipe qui est même plutôt agréable à regarder aussi, encore une. Et non, ils ont ils ont des jeunes qui sont assez enfin, Hunter Goodman qui confie un petit Jerome Field qui est du coup qui est aussi qui montre un bon niveau, et Antonio Senzatella, donc qui est impressionnant en début de saison. Chase Dollander aussi qui est très solide. Non, ça joue bien chez les Rockies. Non, vraiment, c'est pas ridicule. On est loin de la saison dernière où c'était vraiment la galère, etc. Là, cette année, ça va pas aller chercher, je pense, les playoffs. Mais au moins, tu vois, ça, c'est pas, tu vois, genre, on se dit, allez, c'est bon, on va chez les Rockies.
Ouais. On va prendre la série là, les Mets justement. Non, ils gagné quand même. Ils restent un peu sur leur dynamique de fin de saison de l'année dernière où ils sont allés chercher ils ont sweepé quelques équipes, ils sont allés chercher quelques séries. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils continuent sur ce rythme-là, je dis pas qu'ils seront au positif, forcément, mais en tout cas, ils peuvent flirter avec le positif et c'est pas inintéressant. Et honnêtement, je suis plutôt agréablement surpris de voir, de prendre du plaisir à voir des équipes Mais qu'on je a sais pas l'habitude si. de plutôt voir en queue de peloton et que là, qui sont agréables à voir jouer. C'est plutôt Mais une saison qui est agréable à suivre. Qui avait recruté du coup des Podesta, Paul Des Podesta, le Moneyball, à l'intersaison. Et donc pour l'instant, peut-être qu'il y a un petit effet, je sais pas. Oui, mais pour l'instant, ça a l'air de. l'effet sera plus à long terme, je pense, parce que Ouais, non, mais eux, ils doivent reconstruire la base. En tout cas, ça a l'air de bien se passer, d'avoir une bonne dynamique, donc ça fait plaisir pour nos amis du Colorado. Et c'est à peu près tout sur ce classement. En wildcard, du coup, c'est Yankees, Athletics, Guardians en tête de division, Rays, Mariners, Rangers sur les wildcards, mais les Padres, Cubs, Cardinals du côté de la NL et Braves, Dodgers, Reds en leader de division. Mais ouais. Est-ce pour le point de classement. Ouais, t'as un truc toi pour le point 4 ou pas? Ou s'il n'y a pas de point 4, on finit là-dessus parce que ça fait déjà 1h15. Ouais, ça fait, je pense, déjà parlé. 1h15. On a bien parlé, donc on regarde un peu pour la prochaine. Ouais, la prochaine fois, parce que moi j'ai oublié cette année les Darwin Awards et j'aimerais bien faire ceux de l'année dernière, donc j'aimerais que tout le monde soit là pour ça. Ok, ça marche. Je vous tease. Bon, sur ce point classement, on se dit, les gens, là, pour rien vous cacher, il est 19h09. On est jeudi. Demain, c'est la fête des travailleurs. Et actuellement, vous pouvez rentrer chez vous, si vous finissez le travail, bien entendu, et vous matez du baseball. En fait, je dis ça, vous écouterez ça demain. Mais vous pourrez mater du baseball demain. Bref, en tout cas, moi, je vais aller mater du baseball tranquille. Voilà. On se dit au revoir, Alex. Ouais. À la prochaine. À plus dans le bus, ouais. Et puis, je sais plus ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et des plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur X, sur Insta, et c'est déjà pas mal. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire salut, bonne route si vous êtes sur la route, bonne journée si la journée démarre, bonne nuit si vous allez faire un dodo, bon après-midi si c'est l'après-midi, bonne matinée si c'est la matinée, bon appétit si vous mangez, bon caca si vous faites caca, mais surtout jamais les deux en même temps, on mange pas là où on chie. Safety first, et surtout un joyeux Noël et à la semaine prochaine. Allez, ciao. This is first